domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce samedi 31 octobre 2020, dont voici les titres. Les militaires burundais de l'AMISOM s'insurgent contre les propos tenus ce vendredi par le ministre burundais de la Défense qui explique que le retard de leur salaire serait dû à la Covid-19. Paralysie des activités à l'hôpital de Matana en province Bururi suite au manque de courant électrique qui vient de durer plus d'une semaine. Et dans le mini-magazine Au cœur de la société, nous vous parlerons des sanctions qui seront appliquées pour interdire l'utilisation des emballages non biodégradables. Voilà pour le sommaire. Ingénieur Ege de Mouemiro assure la mise en onde et la prise d'image. Tout de suite, le développement de ces titres. Débutons ce journal par la page Droits de l'homme. Une des maisons de la famille du général Hermenegilde Nimenya se trouvant dans le quartier Solorezo de la zone Rohiro en mairie de Bujumbura a été pillée le matin de ce samedi par des policiers. La famille de ce général qui demeure encore incarcéré qualifie ces persécutions et demande aux instances judiciaires de les rétablir dans leurs droits. Le point avec Innocent Valentin Singilangabo. Cette maison du général Hermenegilde Nimenya, qui a été pillée le matin de ce samedi au quartier Solorezo en mairie de Bujumbura, c'est l'une des maisons de cet officier de police qui sont sur la liste des maisons à saisir. Depuis le 28 août dernier, une liste qui a été élaborée par une commission dirigée par le substitut du général de la République prénommé Théoneste. La femme du général Hermenegilde Nimenya nous raconte les faits de ce matin lorsque cette maison a été vidée par la police. Cette maison se trouvant à Solorezo, c'est la mienne et elle se trouve sur mon propre nom, pas celui de mon mari Nimenya. D'ailleurs, tous nos biens appartiennent à la famille et non à Nimenya. J'ai appris que des policiers à bord d'une camionnette se sont rendus ce matin chez moi à Solorezo et ont pris tout ce qui s'est trouvé, notamment des lavabos et des sièges de toilette. Ils ont chargé tous ces objets dans 2 camions pour détenus. Aucun membre de notre famille n'est au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Nous avions déjà rendu les clés de la maison au procureur et nous ne savons pas à qui il a confié la maison. Au moment où les maisons du général Hermenegilde Nimenya subissent des saisies en cascade, y compris celle du quartier Kinanira, sa femme est rassurante qu'un jour la justice va les rétablir dans leurs droits. Ce dont nous sommes certains, c'est que nous avons déjà rendu la maison. Nous supposons donc qu'ils sont en train de saccager une maison qui se trouve sous la responsabilité de l'État. Heureusement que nous savons que c'est le service des renseignements et le procureur de la République qui sont derrière tout ça. C'est très déplorable, mais tôt ou tard, nous demanderons à la justice de nous rendre les maisons dans leur pristine état. Le général Hermenegilde Nimenya est incarcéré dans la prison de Gitega depuis l'an 2015. Il fait partie d'un groupe de généraux détenus pour le dossier de putsch manqué à l'endroit de feu président Pierre Nkurunziza. Merci Innocent Valentin Singilangabo. En page gouvernance, les militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie s'insurgent contre les propos tenus ce vendredi par le ministre burundais de la Défense, selon lesquels le retard de leur salaire est causé par la Covid-19. Pour ces militaires, ces propos sont mensongers. Ils considèrent que la Covid-19 ne pourrait pas retarder uniquement les salaires des militaires burundais, alors que ceux des autres nations en bénéficient régulièrement. Écoutez un parmi ces militaires. Nous insurgeons en faux contre les déclarations faites par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants quand il présentait son rapport trimestriel devant le Parlement burundais. Nous lui demandons surtout de ne plus tenir un langage pareil en ce qui concerne nos indemnités. Nous sommes habitués à ce genre de langage, un langage purement politique, qui ne fait qu'endormir nos militaires et les maintenir toujours en suspense au moment où nos familles meurent de faim. On se demande si, quand il dit que les opérations ont été bloquées au niveau des Nations Unies et de l'Union africaine suite à la pandémie du coronavirus, alors que nos confrères ougandais, kenyans et autres perçoivent
eux bel et bien leurs indemnités. On se demande une chose, est-ce que ces indemnités sont envoyées aux uns et sans aux autres? Est-ce qu'on les envoie aux Ougandais, au Kenya et aux autres sans envoyer au Burundi? C'est une chose vraiment purement politique. Ce sont des choses mensongères et il faut, quand il évoque le coronavirus, la pandémie du coronavirus, il y a eu toujours d'autres pandémies. Grogne des militaires infirmiers qui ont le niveau A3 qui prestaient depuis plusieurs années à l'hôpital militaire de Kamenge. Ils font savoir qu'ils ont été remplacés injustement par les ex-PMPA, y compris les bancardiers. Hommes de troupes issus des mouvements armés, ils demandent d'être rétablis dans leurs droits. Le point avec Onésime de Shimagidze. Ces militaires sous-officiers indiquent qu'ils ont eu la chance de bénéficier d'une formation paramédicale. Cependant, après avoir obtenu le diplôme A3, ont été empêchés de continuer le second cycle. Certains ont été déployés à l'hôpital militaire de Kamenge. D'autres ont été envoyés sur terrain pour soigner les militaires. Depuis 2013, ceux qui prestaient à l'hôpital militaire de Kamenge ont été remplacés par des militaires ex-PMPA du niveau A2 et des brancardiers hommes de rang et aussi issus des mouvements armés, une mesure discriminatoire selon ces militaires ex-FAB. Ils ont été renvoyés comme des voleurs ou comme des gens qui auraient entraîné la faillite de l'hôpital militaire. Pourtant, lors de l'analyse du bilan annuel, ces infirmiers A3 ont été cotés excellents. Vous pouvez aller vérifier dans différents rapports annuels. Vous verrez que l'hôpital a beaucoup gagné. Ces infirmiers A3 issus des ex-FAB ne comprennent pas comment ils ont été remplacés par des brancardiers ex-PMPA qui les ont formés en 4 mois. Ils déplorent cette injustice dont ils sont victimes. L'hôpital a chassé les infirmiers du niveau A3 sous prétexte qu'il a besoin d'un hôpital de référence qui n'embauche pas les infirmiers A3. Pourquoi il a engagé des brancardiers dont la plupart sont des analphabètes? Est-ce que dans ce cas, cet hôpital remplit les qualités d'un hôpital de référence? Leur intention était tout simplement de voir comment intégrer les ex-PMPA dans cet hôpital. Ces brancardiers ex-PMPA ont été affectés dans différents services de l'hôpital militaire, notamment dans les pharmacies, dans la chirurgie, dans les urgences et dans les services de recouvrement. Ces infirmiers ex-FAB se demandent pourquoi ils ont été remplacés par des ex-PMPA dont des non qualifiés hommes de troupes et demandent d'être rétablis dans leurs droits. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. À présent, page société, paralysie des activités à l'hôpital de Matana en province Bururi et aux environs suite au manque de courant électrique. Le transformateur situé au centre de Matana a été foudroyé il y a plus d'une semaine, mais n'a pas encore été remplacé. Reportage signé Emmanuel Nyungeko. Le transformateur de la régie des eaux situé au chef-lieu de la commune Matana a été foudroyé le 21 octobre dernier, mais jusqu'à présent, il n'a pas encore été remplacé. Pour le moment, les activités sont paralysées à l'hôpital de Matana dans la mesure où le groupe électrogène qui aidait en cas de coupure de courant électrique est tombé en panne. Ce citoyen du chef-lieu de la commune Matana nous parle des conséquences observées. Les conséquences sont multiples. L'hôpital de Matana possédait un groupe électrogène qui était utilisé en cas de coupure du courant, mais il est tombé en panne. Pour assister les femmes qui accouchent, on utilise des lampes torches ou des téléphones, sans parler des femmes qui doivent d'abord être césarisées. Les consultations prénatales ont été suspendues. Certaines femmes qui sollicitent ce service sont transférées à l'hôpital de Rutovu ou d'Idjenda.
sida. Il en est de même pour les gens qui sont obligés de faire des examens de laboratoire ou de radiographie. C'est vraiment déplorable et nous constatons que les concernés ne s'activent pas pour remédier à cette situation. À part ces problèmes observés à l'hôpital de Matana, même les activités génératrices de revenus sont au point mort. La population de la commune de Matana demande que ce transformateur soit remplacé le plus tôt possible, craignant que des bandits peuvent également profiter de l'obscurité pour commettre des forfaits. Certains services ne peuvent pas fonctionner en l'absence du courant électrique. Tous les quartiers proches du centre Matana ne sont pas éclairés et nous craignons que même des voleurs puissent en profiter. Nous demandons aux autorités habilitées de faire en sorte que ce transformateur soit disponible, sinon nous enregistrerons de grandes pertes. À ce propos, nous avons essayé de joindre Dieudonné Nkunzimana, administrateur de la commune Matana, mais le téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Quant au responsable de la régie des eaux en commune Matana, son téléphone était éteint. Merci Emmanuel. Nyungeko et en province Gitega, le manque d'eau potable s'observe toujours dans la ville de Gitega. Pourtant, les habitants de cette ville déplorent que l'eau ne soit toujours disponible que dans les lieux de lavage des véhicules. Ils demandent au département chargé de la distribution d'eau à la régie des eaux de tout faire pour que l'eau soit disponible en quantité suffisante dans toute la ville. Le point avec Clovis Nyonzima. Depuis la fin du mois de juin dernier jusqu'à aujourd'hui, l'eau potable manque dans la ville de Gitega, la capitale politique du pays. Certains quartiers peuvent passer toute une semaine sans avoir aucune goutte d'eau. Et le peu de fois qu'elle est disponible, ce n'est que tard dans la nuit. Les conséquences de cette pénurie d'eau se remarquent surtout dans les ménages et dans les écoles à régime d'internat. Dans les ménages, les gens vont puiser de l'eau dans les vallées proches de cette ville ou bien ils paient 250 francs pour un bidon de 20 litres d'eau. C'est-à-dire qu'ils donnent 200 francs aux conducteurs de vélo qui transportent l'eau et les 50 francs sont payés pour avoir l'eau. Maintenant que c'est la saison des pluies, les gens se précipitent à recueillir l'eau ruisselante des pluies. Et dans les écoles à régime d'internat, les élèves sont obligés d'aller puiser de l'eau pendant les heures consacrées à la révision des cours. Et puisque les autres citoyens viennent en grand nombre pour puiser de l'eau, il arrive que ces élèves se bagarrent avec eux et ainsi se blessent, car chacun veut être le premier à puiser de l'eau. Une situation qui frustre les parents de ces élèves. Mais ce qui met dans une grande colère les habitants de cette ville de Gitega, c'est que les places aménagées pour le lavage des véhicules ne manquent jamais d'eau. Ces places sont au nombre de 6 dans cette ville. Les informations en provenance de la régie des eaux disent qu'en grande partie, l'eau manque du fait que la ville de Gitega ne cesse de s'agrandir chaque année, mais que la régie des eaux ne s'y conforme pas en revoyant sa façon de distribuer l'eau. Ainsi, les habitants de la ville de Gitega demandent à la régie des eaux de fournir des efforts pour que l'eau soit disponible en quantité suffisante. Dans les séries de reportages sur l'insalubrité qui prévaut dans différentes cantines se trouvant au sein et aux alentours des marchés en mairie de Bujumbura, aujourd'hui nous allons parler des restaurants se trouvant au marché de la zone Kanyosha, au sud de la ville de Bujumbura, en commune Muha. Les cantines de ce marché sont caractérisées par le manque des latrines et de l'eau potable. Le point avec Walter Quizera. Beaucoup de restaurants situés au marché de Kanyosha sont implantés derrière ce marché. Ce dernier se trouve à côté de l'ancien marché qui est en cours de réhabilitation. Nombreux de ces restaurants sont caractérisés par la pénurie de l'eau et les propriétaires de ces restaurants utilisent l'eau de pluie. Suite aux immondices qui sont jetés proches de ces restaurants, les mouches pullulent même lorsque les clients sont à table. Tout d'abord, ces restaurants n'ont pas d'hygiène. Les déchets des restes des amarantes et de feuilles de manioc sont jetés dans des sacs qui sont situés près de ces restaurants, ce qui fait que les mouches y pullulent tout le temps. Et comme c'est pendant la période pluvieuse, dans ces restaurants, on utilise l'eau de pluie. Mais comme les couverts ne sont pas rincés convenablement, on y trouve beaucoup de mouches. Un autre défi pour ces restaurants du marché de Kanyosha, c'est le manque de latrines. Les clients sont obligés d'utiliser celles qui sont à l'intérieur du marché, dont il faut payer 200 francs burundais. Et comme certains clients ne peuvent pas avoir cet argent, ils se soulagent derrière les maisons environnantes, ce qui provoque des disputes avec les propriétaires de ces maisons. Il n'y a pas de toilette. Quand quelqu'un veut se mettre à l'aise, il est obligé d'utiliser des latrines se trouvant à l'intérieur du marché, à condition de payer 200 francs burundais. Ceux qui n'ont pas les moyens se soulagent derrière les maisons se trouvant aux environs, mais cela cause toujours des disputes. De plus,
Les couverts de ces restaurants ne sont pas rincés comme il faut. Même si les propriétaires de ces restaurants parviennent à le faire, ces couverts sont déposés par terre et à l'extérieur où ils sont souillés par les véhicules qui y passent. Mais cela n'empêche pas que les gens continuent à fréquenter ces restaurants pour chercher de quoi manger. Merci Walter Quizera. Dans un instant, nous poursuivons ce journal avec la page environnement. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. En page environnement, plus de 90% de la forêt et du parc national de la Ruvubu ont été ravagés par les feux de brousse cet été. Ces informations sont confirmées par le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Le point avec Vicky Chris Nineletse. Les habitants des alentours du parc national de la Ruvubu indiquent que ce parc a pris feu au mois de juillet et août. Il faut savoir qu'une grande partie du parc a été consumée par le feu. Cet été, il y avait beaucoup de feux de brousse. Ils ont ravagé le parc de la Ruvubu. Plus de 90% de la superficie du parc ont été incendiés par des inconnus insensés. Compte tenu de l'importance que ce parc avait pour la population environnante, ses habitants font savoir qu'ils vont enregistrer une énorme perte. Nous, les habitants qui vivons près de ce parc, nous sommes en désolation car ce parc nous était très utile. Les touristes venaient souvent visiter ce parc. Les vendeurs et les hôtels environnants en profitaient. C'est un parc qui faisait rentrer des devises dans le pays. Les informations sur la consommation par le feu du parc national de la Ruvubu sont confirmées par le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Le parc national de la Ruvubu est frontalier avec 4 provinces. C'est notamment les provinces de Changuzo, Ruyigi, Muyinga et Karuzi. Merci Vicky Chris Nineletse. C'est le moment réservé au mini-magazine au cœur de la société, produit en synergie par les médias RPA, Inzamba et la télévision Renaissance. Ce mini-magazine sera concentré sur des sanctions qui seront désormais appliquées pour interdire l'utilisation des emballages non biodégradables. Le mini-magazine au cœur de la société vous est présenté par Bertrand Gendakuriyo. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijouya-Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Désormais, des sanctions seront prises à l'égard des fabricants, importateurs, vendeurs et utilisateurs des emballages en plastique, conformément à l'ordonnance ministérielle du 12 octobre 2020 qui met en exécution le décret présidentiel du 8 août 2018. Quelle est donc la situation aujourd'hui sur terrain après la mise en vigueur de ces sanctions? Qu'en pense la population burundaise et les experts environnementalistes? Restez à l'écoute de ce mini-magazine de ce samedi 31 octobre 2020. Les réponses à toutes ces questions, c'est dans un instant. À la présentation, Bertrand Gendakuriyo, bienvenue. Le ministre de l'Environnement, Deogi Derurema, a indiqué que des sanctions seront désormais appliquées pour le respect de la loi interdisant l'utilisation des emballages non biodégradables. La déclaration a été faite mardi, le 27 octobre 2020. Quiconque fabrique des sacs, des sachets, des bouteilles et flacons en plastique interdit est puni d'une amende de 50 millions à 100 millions de francs. Quiconque importe des sacs et sachets, des bouteilles et flacons en plastique interdit est puni d'une amende de 25 millions à 50 millions de francs burundais. Quiconque commercialise des sacs et sachets, des bouteilles et flacons en plastique interdit est puni d'une amende de 12 millions à 25 millions de francs burundais. L'équipe du mini-magazine au cœur de la société s'est rendue dans la capitale politique du Burundi pour un jour après la mise en vigueur de ces sanctions. Le constat, c'est avec mon confrère Trésor Nyongabo de la radio publique africaine. À Gitega, la capitale politique du Burundi, certes, la commercialisation des sachets non biodégradables diminue du jour au lendemain dans des boutiques et marchés, mais ils sont toujours disponibles. Les sachets, il y en a beaucoup. On peut trouver toutes sortes de sachets que l'on veut. Certains commerçants de Gitega indiquent avoir été effrayés par des mesures prises par le ministre ayant l'environnement dans ses attributions.
Même s'ils trouvent ces mesures drastiques, ils n'ont pas toutefois rompu avec la vente des sachets. Les amendes imposées par le ministre ont effrayé les commerçants, mais les sachets sont toujours disponibles dans les boutiques. Dans la même capitale, on y rencontre un autre groupe de commerçants qui vendent des sachets sans crainte. Ces derniers disent qu'ils ignorent les mesures arrêtées par le ministre Deogui Lulema. Ils déclarent être prêts à abandonner ce commerce seulement par contrainte. Il est à signaler que les sachets en plastique sont également toujours disponibles dans les différentes provinces du pays. La population interrogée se réjouit de cette mesure, mais s'inquiète pour la suite, car les prix de nouveaux emballages biodégradables sont élevés par rapport aux anciens. Nous avons bien accueilli la mesure. D'ailleurs, même les sachets étaient devenus très chers. Ils sont même devenus rares. Aujourd'hui, chez nous, nous avons remplacé les sachets par des bassins. Nous utilisons les bassins pour transporter les denrées achetées au marché. On demanderait au gouvernement de multiplier les sacs biodégradables et revoir à la baisse les prix. Puisqu'un sac biodégradable de 200 francs burundais est trop petit, un sac de grande taille coûte 600 francs. Il fallait qu'on le vende au moins à 300 francs. Sinon, nous saluons cette mesure. On n'a pas bien accueilli cette mesure. Certes, les sachets ont de mauvaises conséquences pour l'environnement, mais interdire son utilisation a aussi des répercussions sur la population. Il n'y a pas d'autres emballages pour remplacer les sachets. Du moins, on n'en produit pas en quantité suffisante. Alors, avant de prendre cette mesure, il fallait d'abord penser aux emballages susceptibles de remplacer les sachets, mais là aussi exiger un prix qui soit abordable pour tout le monde. Seules ces sanctions sont efficaces pour bannir à jamais l'utilisation des emballages non biodégradables. La question a été posée à l'environnementaliste Mamère Sabushimike. Je me pose la question de savoir où ce pauvre Burundais va trouver ces amendes. Je ne suis pas du tout contre la hausse de ces amendes-là, mais la solution, c'est la synergie entre les trois services, entre l'administration à la base, entre la police et les techniciens d'assainissement, et particulièrement avec ces commerçants. Tous ces sachets seront éliminés et tous ces plastiques seront éliminés. Et pour faire face justement à ces sachets, nous demandons au gouvernement du Burundi d'instaurer une école de l'environnement où on enseignera le recyclage de ces déchets, de ces plastiques, de ces ventilateurs, de ces ordinateurs, de ces sachets, de ces téléphones portables déjà usés et de ces déchets en provenance des milieux médicaux. Nous demandons également au gouvernement du Burundi d'appliquer le pollueur-payeur, c'est-à-dire faire retourner aux fournisseurs le reste des sachets et ses dérivés. Mamère Sabushimike était au micro de Thierry Migrindavi de la télévision Renaissance. Ce sont ces conseils qui mettent un point final à notre mini-magazine. Vous venez d'entendre qu'il est extrêmement important que les sanctions prises par le gouvernement doivent s'accompagner d'autres formations pour arriver à de bons résultats. Bertrand Ndakurio, j'étais à la présentation de son mini-magazine. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci Bertrand Ngendakurio. Voilà, c'est la fin du journal de ce samedi 31 octobre 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle. Merci également à l'ingénieur Egide Mgemelo pour sa bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Excellente soirée à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.